Est-ce que ça a été difficile en tant que femme de rentrer dans cet univers de la tech aussi? Non. Je pense que c'est un atout, je pense que c'est positif. Il y a eu beaucoup de bienveillance, des gens qui sont prêts à t'aider. Non, je pense pas. Je pense que c'est simplement un frein mental si tu ne veux pas y aller. Il n'y a pas aucune raison pour laquelle une femme elle doit pas... Et si tu pouvais donner un conseil à ceux qui nous écoutent? C'est de ne pas avoir peur. Ton seul frein, c'est ta peur. Bonjour Cicely. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur Origine. Comment tu vas? Très bien. Je suis ravie d'être ici. Merci de nous avoir invités. Et moi donc. J'ai vu que hier, tu as été au salon du Bourget. Absolument. Oui, comment c'était? C'était passionnant. Beaucoup d'innovations, beaucoup de pays représentés et énormément de nouveautés. Je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas, mais en gros, c'est des présentations d'avions, mais aussi il y a une partie militaire, non? Il y a une grande partie militaire et avions, tout ce qui touche à l'aéronautique. Okay. Donc ça peut être aussi des outils, ça peut être des accessoires, ça peut être ce qui touche à les infrastructures, pas forcément uniquement, on a toujours l'image de l'avion de chasse, que tout le monde se fait un plaisir à filmer, mais effectivement, il y a tout ce qui est accessoire qui va avec l'univers aéronautique. Et du coup, tu as été faire quoi là-bas au Salon du Bourget? Visiter? Tu connaissais des gens? Oui, j'ai une société qui est spécialisée dans les infrastructures pour drones. Okay. Et je suis allée voir mes partenaires, fournisseurs et certains clients d'États-Unis. Ok, mais du coup, on va plus parler de ta société après. Mais moi, du coup, je te propose qu'on commence déjà par revenir à tes origines. Du coup, tu es norvégienne. Tu es arrivée comment ici en France? J'ai quitté la Norvège à 16 ans et après, je suis partie aux États-Unis. Donc, tu étais avec tes parents? Non, mais j'étais tellement insupportable que mes parents m'ont envoyée aux États-Unis. T'étais dans une famille, c'est ça? J'étais dans une famille et j'ai fait un exchange quand j'avais 16 ans à Minnesota. Okay. Et pour la petite histoire, le père de la famille, il était pilote. Il était pilote d'hélicoptère et après pilote d'avion. Et pareil, mon père, lui, il était d'abord pilote de chasse et après, il était pilote commercial. Ah, mais ils se connaissaient du coup? Pas du tout. Non? Donc, c'était hasard de choses. Ouais, donc, c'était hasard de choses. Donc, effectivement, j'ai toujours baigné dans l'univers d'aviation. Et après, effectivement, je suis venue en France. J'ai fait mes études en France, à Paris. Donc, tu avais fait des études aussi aux États-Unis? Aux États-Unis, je fais des études. Et tu as poursuivi en France? Et après, oui, après, j'ai fait un an, j'ai travaillé sur un paquebot. J'ai travaillé dans les Caraïbes. Donc, je passais ma vie en bord d'île en île sur un paquebot. Une année de césure, en fait. Voilà. C'était pas très studieux, mais effectivement... Et tu faisais quoi sur le paquebot? J'étais purser, c'est-à-dire responsable de l'information. Donc, j'étais la personne qui donnait les informations aux clients, et qui faisait l'échange de monnaie, qui faisait les annonces à bord et tout ça. Donc, pareil, on faisait une île différente chaque jour. Donc, je faisais ça pendant un an quand j'avais 20 ans. Okay. Et après... Mais qu'est-ce qui t'a fait venir en France, du coup? Et après, effectivement, mes parents, ils ont pensé que c'était une bonne idée de faire des études. Et comme je voulais aller à Paris, mais je ne parlais pas du tout le français. Donc, il y avait une seule option et c'était à l'Université américaine de Paris. Okay. Parce que c'était en anglais. Et donc, j'ai fait ce que tu appelles American University of Paris, qui est à Avenue Bousquet. Et là, je fais International Affairs, donc économie et politique, pour sauver le monde. Et après, je suis partie, après que j'avais fini, je suis allée faire un tour du monde avec un sac à dos. Donc, deuxième petit tour. C'est vrai? Moi et ma famille, on adore faire ça. Et moi aussi. T'es partie toute seule? Toute seule, oui. Wow. Et j'ai fait un an, la Chine, la Mongolie, tous les pays, la Russie, quand c'était juste en train d'éclater, l'Afrique, l'Inde. Donc, j'ai fait un grand tour, mais j'ai terminé au Kenya.
Et là, j'ai eu un job par une société qui gérait des lodges un peu partout au Kenya. Et j'ai géré un lodge au pied de Mount Kilimanjaro pendant un an après. Donc, effectivement, je ne suis jamais rentrée en Norvège, en fait. Non, donc tu es restée au Kenya après pendant un an. Et finalement, je suis restée 8 ans. 8 ans au Kenya? Oui, 8 ans au Kenya. Dans la même compagnie? Non, je suis restée un an au pied de Mount Kilimanjaro où j'ai géré ce lodge. Et au bout d'un an solitaire parmi les éléphants, je me suis dit que c'était bien d'avoir un peu de monde. Et j'avais donc trouvé un job avec une compagnie de safari à Nairobi. Et je commençais à travailler pour eux. Et là, j'étais responsable des négociations de contrats pour tout ce qui était hôtel et lodge entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Mais à ce moment-là, il n'y avait du coup aucun rapport avec l'aviation, parce que tu m'as dit que ton père était pilote, puis ensuite la famille dans laquelle tu étais aussi. Absolument pas du tout. Mais tu étais quand même ni d'économie, ni de politique, ni rien d'autre. Wow. C'était juste parce que ça me plaisait. Ok, donc après cet épisode-là du Kenya et ensuite de gérer les lodges, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on est parti à Londres, et donc j'ai vécu un peu à Londres, et finalement, on est arrivé à Paris. Et là, j'ai créé ma première boîte dans le e-marketing. Et donc, c'était du marketing digital que j'ai créé en fin des années 90. Et c'était du marketing B2B. Donc, j'ai vraiment commencé avec le e-marketing pendant que tous les autres, ils étaient au Minitel. J'étais en train de taper des bases de données et pendant 20 ans, j'avais une société de marketing et communication digitale spécialisée dans les produits touristiques et que j'ai développé et qui est devenu beaucoup des relations, des RP, beaucoup d'événementiels, mais uniquement B2B et uniquement dans le secteur touristique. Mais tu es venu à Paris pour monter cette boîte? C'était parce que j'étais à Paris, voilà, j'ai monté cette boîte. Mais tu parlais pas français quand tu es arrivée, tu parlais uniquement anglais du coup. Mais avant ça, rappelle-toi, j'avais fait l'université américaine. Ah oui, c'est vrai. Du coup, tu avais appris un peu de français? Et j'avais quand même appris un peu de français, mais... Parce que là, tu as un français, il est parfait maintenant. Il y a toujours des fautes. Il y a un petit accent, mais ton français est globalement super. C'est gentil, c'est gentil. Mais, et donc, après, effectivement, j'ai monté cette boîte d'e-marketing, au marketing digital, et événementiel. Et au bout d'un certain temps... j'avais fait le tour de la question. On voyageait énormément et j'ai eu la chance de vendre ma société juste avant le Covid. Donc, du coup, en 2019, voilà. 2019. Donc, juste avant le Covid. Et en plus, comme ça touchait le tourisme événementiel et tout ça, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vendu juste avant le Covid. Lucky you. Quelquefois, voilà. Et puis j'ai aussi appris que tu as travaillé dans l'immobilier. Oui, donc... Du coup, c'était à la suite de cette société? Oui, en parallèle, j'avais une autre société qui faisait de hotel brokerage, c'est-à-dire la vente-acquisition des hôtels. Donc, c'est un peu comme un agent. C'était ta société à toi? C'était la société que j'avais avec mon mari. D'accord. Et lui, il est décédé, donc j'ai repris l'activité et vendu l'autre boîte. Et effectivement, je faisais, ou je fais toujours, des transactions hôtelières, mais uniquement hôteliers. Donc, ça peut être murs et fonds ou que des fonds de commerce, mais je vends Et vous l'aviez fondée en quelle année? En 97. Et donc, maintenant, elle existe toujours et elle s'appelle Fan Worldwide? C'est ça. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, mais comment tu as acquis toutes ces compétences en termes d'immobilier, etc.? C'était quand tu avais travaillé dans les lodges, etc.? Non, c'était juste... Ou c'était ton mari? Sur le tas, en fait. Sur le tas. Mais effectivement, j'avais quand même beaucoup négocié avec les hôtels quand j'étais au Kenya, parce que mon rôle, c'était de négocier les contrats, les prix pour les consommateurs, parce que je travaillais pour une réceptif. Donc, en fait, donc je connaissais tout l'écosystème ou l'univers des hôtels. Mais de là, en vendre l'hôtel, effectivement, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et petit à petit, à fur et à mesure, j'ai appris. Et j'ai toujours plein de choses à apprendre parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas encore. Et mais c'est une question de réseau et de négociation. Ouais, ça a commencé par le réseau.
Mais vous aviez commencé tous les deux, juste toi et ton mari? Oui. Et donc maintenant, tu es toute seule ou Maintenant, je suis toute seule. Dans mes boîtes, j'ai toujours eu, jusqu'à la dernière boîte, j'ai toujours fait le choix d'être toute seule. Et effectivement, les transactions, c'est des transactions qui durent très longtemps. En moyenne, il faut 9 mois pour comme faire un bébé pour faire une transaction hôtelière. Tu peux m'expliquer en quoi consiste une transaction hôtelière? Parce que moi, je m'y connais absolument pas. Donc, C'est, tu peux avoir un hôtelier qui souhaite vendre son hôtel. Donc, soit il est propriétaire de murs et fonds, donc les deux, soit il est propriétaire uniquement de fonds de commerce. Et idéalement, c'est effectivement quand il est propriétaire de murs et fonds de son hôtel. Donc, il veut le vendre et il veut toujours que ça ne sache pas. Donc, il faut que ça reste extrêmement confidentiel. Bon, même si tout le monde le sait. Pourquoi il ne voudrait pas que ça sache? Parce qu'il faut que c'est des transactions entre familles, contrairement à ce qu'on peut penser, et le média laisse entendre. Aujourd'hui, surtout sur la place de Paris, la plupart des hôtels s'échangent entre des familles, les familles françaises. Donc, c'est des transactions très confidentielles. Si tu regardes sur mon LinkedIn, il y a très peu d'informations sur les transactions hôtelières parce qu'effectivement, la plupart, ils ne souhaitent pas communiquer là-dessus. Et donc, toi, tu te places en tant qu'agent, du coup, c'est ça? Donc, je suis exactement comme un agent immobilier. Donc, je trouve le vendeur, donc le produit, l'hôtel à vendre. Et effectivement, j'ai une grand carnet d'adresses avec des acheteurs qui cherchent à acheter ou à investir dans les hôtels. Et après, c'est un peu comme n'importe quel produit immobilier. Il faut trouver l'emplacement, la taille de l'hôtel, la typologie de l'hôtel qui correspond à ce type de client et surtout à son budget. Et après, le rôle, c'est vraiment de négocier, d'amener au bout cette transaction. Et très souvent, effectivement, ça peut casser, il faut renégocier parfois les prix ou les conditions pour amener à faire une transaction entière. Quoi. Ok, et ce réseau, tu l'as développé comment en fait? Parce que tu as voyagé un petit peu partout ou c'est pareil, c'était quand tu étais au Kenya? Non, c'est vraiment un réseau plutôt français ou européen. Et c'est 20 ans d'échanges avec les hôteliers, avec le réseau, avec des amis. Et justement, en parlant de ce que je fais, c'est un petit marché, une niche. On est peut-être une dizaine de brokers, ce que tu appelles un broker, et sur la place de Paris. C'est quoi un broker? Un broker, c'est quelqu'un qui négocie c'est les hôtels. Fait. Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment plutôt intimiste comme approche par rapport à ce que je faisais avant, qui était du mass mailing, de e-marketing sur des grandes bases de données. Et là, les transactions hôtelières, ça reste très, très confidentiel. Et tu préfères ça ou que ce que tu faisais avant? Non, je suis toujours passionnée par ce que je fais. Donc, j'adorais ce que je faisais avant et j'adore ce que je fais maintenant. Et surtout, je trouve que c'est toujours un challenge d'arriver à négocier entre deux familles ou deux personnes une transaction, ou ça peut être aussi des fonds, pour les mener au bout. Est-ce qu'il y a eu une transaction qui était super compliquée à gérer, qui a mis beaucoup plus de temps, ou il y a eu un problème ou quelque chose? Tous. Tous? Mais une qui t'a marqué? Il y a une qui m'a beaucoup marquée parce que c'était une très grosse transaction et c'était avec des personnages assez intéressants et un scénario qui a malheureusement pas abouti, mais ça m'a bien marqué et ça m'a surtout appris d'être moins naïve. Pourtant, je ne suis pas très naïve, mais effectivement, c'est quand même un métier des requins. C'est vrai? Oui. Donc, moi, ma question maintenant, c'est donc tu as eu tout ce parcours dans l'immobilier, tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a amené à cet univers tech et drone, etc., dont on a parlé tout à l'heure? Ce qui se passait, c'est que Covid est arrivé, donc j'avais vendu ma boîte en marketing digital. Je connaissais quand même, mais je n'avais pas fait beaucoup de transactions hôtelières, mais j'étais déjà dans cet univers-là. Et pendant Covid, tous les hôtels étaient fermés.
Donc, c'était un peu difficile à vendre les hôtels, Ouais. puisque tous les hôtels étaient fermés, le tourisme était à l'arrêt, on ne savait pas de quoi demain était fait. Et quand tu visites un hôtel, tu es toujours en train de chercher la création de valeur. Où est-ce que je peux créer des chambres supplémentaires? Où est-ce que je peux faire un spa? Où est-ce que je peux développer pour améliorer cet hôtel? Okay. Et à force d'avoir visité tellement d'hôtels, je me suis dit, tiens, si on utilise les toits d'hôtel, ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un toit d'hôtel? Et j'ai eu donc l'idée de faire des pistes d'atterrissage pour drones sur le toit d'hôtel. L'idée venait de toi. Voilà, pendant le Covid, parce que je m'embêtais, parce que il n'y avait rien qui se passait. Et je me suis dit, déjà, le fait que les hôtels, c'est un maillage naturel en soi. Si on utilise les toits d'hôtel comme des pistes d'atterrissage ou des mini-stations d'aéroport pour les drones, au lieu de revenir au point de départ, il peut continuer à voler. Et donc, je commençais à explorer un peu cette idée. Pendant le Covid, la région Île-de-France, ou comme partout en France, il y a eu beaucoup d'AMI, appel à manifestation, pour garder les gens motivés, pour continuer l'innovation. Et donc, j'ai répondu à une AMI. Une AMI, c'est une appel d'offres, c'est ça? C'est ça, exactement, un appel à manifestation. De la région. Et de la région Île-de-France. Et là... par surprise, je dois dire, j'ai gagné le prix d'innovation par la région Île-de-France, un prix qui s'appelle InnovApp. Et grâce à ça, j'ai donc eu une subvention pour commencer à mener mon nouveau projet. Donc, créer un premier MVP, etc. Voilà, mais en fait, c'était un projet que tu avais réfléchi toute seule? Oui. Donc tu avais commencé dans ton coin à peut-être avoir des ébauches, des idées, à avoir un plan Voilà, donc j'avais une idée et puis, qui était effectivement un peu farfelue parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de voler, surtout pas dans les environnements urbains comme ça. Mais l'idée était née et à partir de là, effectivement... je le proposais et à partir de là, on a créé le premier MVP. Ouais. Mais donc, les pistes d'atterrissage sur les toits, ils auraient servi à quoi dans ton imagination? Dans mon imagination, c'était une revenu pour les hôtels parce que justement, les hôtels, ils cherchent toujours à créer des revenus supplémentaires et donc c'est un espace qui n'est pas optimisé. Et puis, à l'autre côté, c'est un service aux usagers de l'hôtel. Donc, admettons que tu es une femme enceinte et tu as envie folle de fraises au milieu de la nuit. Et le drone pourrait t'apporter les fraises au milieu de la nuit en utilisant la piste d'atterrissage sur ton toit d'hôtel. D'accord. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais mon idée était ça au départ. Et donc, effectivement, pour les hôtels, il y avait un avantage. Pour les usagers, il y avait un avantage. Et en plus, si tu avais des stations dans les hôtels comme ça, c'était une bonne idée pour amener des gens à aller dans ton hôtel. Tu vas aller prendre un café dans un hôtel et en même temps, tu vas chercher ta petite robe noire qui est arrivée ce matin par drone pour le mettre pour ton interview. Non, c'est super. Non, l'idée est super. Mais du coup, à partir de là, il fallait probablement trouver des gens avec qui monter ce projet. Est-ce que tu t'es servi peut-être du réseau de ton père qui était pilote par rapport à ça pour te demander si techniquement c'était possible? Comment le projet s'est créé en lui-même? Malheureusement, mon père il est décédé quand j'avais 20 ans, donc il n'était pas tellement disponible. Mais non, en fait, je me suis tournée vers des associés et j'ai demandé à 4 de mes amis que je trouvais très compétents s'ils voulaient bien m'aider sur le projet. Et donc, on s'est retrouvés, donc 5 associés sur la première partie de cette société, donc Dragonfly Pads. Dragonfly Pads, donc c'est comme ça. Ouais. Et le nom te vient d'où, du coup? Un dragonfly, c'est une libellule et, en anglais, et c'est une libellule qui fait du décollage et atterrissage à vertical.
Ok. Et il est inoffensif. Et donc, effectivement, je me suis dit, c'est un bon nom, puisque un drone, effectivement, c'est un peu comme une libellule. Hein. Il ne pollue pas, et il n'abîme pas, et il fait de décollage et atterrissage à vertical. Et ces 4 associés avec qui vous êtes formé ce petit groupe, ils avaient différentes compétences. Est-ce qu'il y en a un qui était plus dans le côté tech drone, plus un dans le côté financier, je ne sais pas. Oui, Comment il est-ce y que tu as formé avait ton équipe? plusieurs types de compétences au sein de mes associés. Par contre, ils étaient peut-être un peu trop seniors. Hein. Et j'aurais peut-être, ça c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, c'est que j'aurais dû choisir des associés un peu jeunes C'est vrai? et moins seniors, hein, parce que... Les gens diraient justement l'inverse la plupart du temps. Ils diraient que c'est mieux d'avoir des gens avec plus d'expérience plutôt que l'inverse. Bah, C'est les gens surprenant. avec plus d'expérience, c'est bien, mais il faut aussi quelqu'un qui travaille à la fin de la journée. Ouais. Donc, c'était un peu le challenge, c'est d'avoir des associés qui travaillaient plein de temps dedans, et ils avaient aussi d'autres obligations. Donc, Ok. Ouais. Et donc Dragonflypad, tu l'as créé en quelle année? en 2020. Donc, Et donc, ça Covid. fait 5 ans, voilà. Ouais. Et maintenant, Dragonflypad, c'en est où exactement? Ben, maintenant, on a créé le premier MVP, donc à la fois le hardware et le software. Ok. On a fait le POC, le Proof of Concept. Donc, il consiste en quoi le premier MVP? Donc, c'est une station, une solution. Donc, la partie hardware, c'est une solution hybride entre une mini-aéroport et une station-service, mais pour drones. Mhm. On a utilisé un container maritime qu'on a reconditionné, donc par une société qui s'appelle Capsa à Lyon. Et à l'intérieur, donc on a installé une espace parking pour les drones, un espace pour recharger les drones, un espace pour le travail pour les pilotes. Dans un container. Dans un container. Et sur le toit, il y a la piste d'atterrissage. Et donc, le droniste, il peut donc opérer à l'intérieur de ce vertipad en toute sécurité pour manipuler le drone pendant que lui, il est à l'abri à l'intérieur. Et donc, ça, c'est la partie hardware. Et la partie software, c'est vraiment un système booking.com pour drone qui permet au drone de faire, avant de prendre son envol, de voir quelles sont les infrastructures qui sont disponibles au sol et quels sont les besoins du drone. Est-ce qu'il a juste besoin de décoller et atterrir? Ou est-ce qu'il a besoin de recharger ses batteries? Est-ce qu'il a besoin de se garer pour la nuit? Est-ce qu'il a besoin d'être réparé? Quels sont les besoins? Et le software, en fait, il gère la partie air au sol pour pouvoir planifier, en fait, les réservations de drones. J'ai plein de questions là. Moi, ça me fait penser à un truc futuriste, ça me fait rêver. Je pense que mes petits frères, ils vont écouter ça, ils vont être trop contents. Donc, après, du coup, ça voudrait dire que ces stations de drones seraient un peu disposées partout. Donc là, c'est le premier MVP. Les drones, combien de kilos ils peuvent porter? Comment ça se passe? Comment ils transportent quelque chose? En fait, il y a tout des drones. C'est vraiment la première question que tout le monde pose. Ouais. Et tu as des mini-drones qui sont la taille d'une mouche. Et tu as des drones militaires qui sont comme des tailles d'avion. Donc, tu as tout type de drones. Mais les drones à taille de mouche, ça va quoi? En fait, ça, c'est surtout des drones militaires. Okay. On ne va pas entrer dans ce sujet, mais en fait, il existe de petits drones militaires qui sont un peu comme un compagnon pour le soldat, qui permet de garder un œil sur le soldat, et aussi qui sont les yeux du soldat pour voir où est-ce qu'il peut y aller. Où est-ce qu'il n'y a pas d'ennemis, où il n'y a pas de petits drones comme ça. Voilà, des petits drones. Et ça existe vraiment, ça veut dire qu'ils sont utilisés. Ils sont utilisés. Mais dans l'armée française. Super, ok, d'accord. Donc, et après, tu as des très grands drones. Nous, en fait, Dragonflypad, nous, on cible le marché des drones de surveillance et collecte de données logistiques, de petits drones en dessous de 150 kilos.
Donc, les drones, en fait, il y a 3 catégories. Ça, c'est ça que tu appelles small drones. Bon, en fait, ils sont faits small, medium, large. Donc, au niveau de catégorie, c'est très simple. Mais donc, c'est les drones en dessous de 105 kilos. Si on parle de drones de livraison, en général, il faut savoir que la plupart des livraisons effectuées par Amazon et les autres, c'est en dessous de 5 kilos. Et donc, tu n'as pas besoin d'une drone. C'est un petit drone comme ça? Non, ça fait une drone à peu près la taille de ta chaise. Ah oui, quand même. Donc, c'est quand même pour transporter ça. C'est impressionnant. Il faut quand même une certaine puissance pour pouvoir soulever et transporter ce qu'on appelle le payload. Après, ça dépend aussi de la distance parcourue et bien sûr aussi les conditions climatiques. Donc, s'il y a beaucoup de vent, le drone utilise plus de batterie. S'il y a de la pluie ou la neige, etc. Donc, c'est vraiment... tu as vraiment, comme n'importe quel véhicule, tu as tout type de drone pour tout type d'opération. Mais dans ta vision, les drones que tu mettrais sur les toits d'hôtel, ils feraient quelle sorte de distance environ? Idéalement, au moins 20 km, mais pas effectivement. Après, tu as des drones qui peuvent faire plus, mais en moyenne, un drone, par exemple, pour les livraisons médicales ou les drones de petits logistiques, 20 km, c'est déjà pas mal. Ok. Mais du coup, je me demande, sur un projet comme ça, comment est-ce que tu as eu les autorisations, c'est-à-dire de vol? Aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est ça qui freine tout l'écosystème de drones. C'est qu'aujourd'hui, on vole que par dérogation. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de voler nulle part. Et il faut demander des autorisations de voler. Et en principe, tu n'as pas le droit de voler ce qu'on appelle BVLOS, Beyond Visual Line of Sight. Donc, il faut que tu vois le drone. Ça doit faire peur aux gens, du coup. Oui, mais en fait, quand tu fais les demandes des autorisations, tu fais tout pour pas survoler les gens. Et effectivement, c'est un peu le problématique à laquelle on est en face aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne peut pas voler librement. Puisque c'est tellement réglementé. Et c'est la raison pour laquelle les opérations commerciales, ils sont toujours très limitées. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés. Et dans certains pays comme le Moyen-Orient, ou des pays qui sont moins densément peuplés, ils sont plus avancés. Mais en France et en Europe, il faut une autorisation à la fois de EASA, qui est donc les autorités aériennes européennes, ou sinon le DESA, qui est donc les autorités pour chaque locales. vol. Pour chaque vol. Et comment, du coup, tu vas pouvoir gérer cette situation, gérer ce problème? Nous, en tant que Dragonfly Pants, nous, on est les infrastructures au sol. Donc, nous, on est un peu comme un aéroport ou une station-service. Oui. On s'en fout si tu as une BMW ou une Tesla ou une Toyota. Oui. Donc, toi, tu t'occupes de mettre les vertipades sous les hôtels et ensuite, c'est les hôtels après qui... Mais nous, on a surtout abandonné, ou pas abandonné, mais on a décidé de focaliser sur la partie software. Donc, en fait, la gestion au sol des infrastructures. Et on se positionne en utilisant des infrastructures existantes. Donc, en France, aujourd'hui, tu as 1850 infrastructures aéroportuaires, donc que ce soit des hélipads, que ce soit des aérodromes, des aéroports, etc. Et donc, tu as déjà pas mal d'infrastructures qui existent. Et donc, l'objectif, c'est quand même d'utiliser ou intégrer les structures existantes avec notre software qui va donc gérer le maillage de ce qui existe. Après, effectivement, il y a des gens qui développent à la fois des vertiports. Les vertiports, c'est des stations pour les drones de passagers. Ou des vertipads. C'est quoi la différence entre vertiport et les vertiports, c'est vraiment pour les grands drones de passagers. On a notamment vu 2 grands acteurs qui malheureusement, qui ont échoué parce que le marché des drones de passagers n'est pas encore mûr aujourd'hui. Ça s'appelle pas les eVTOLs? Oui, c'est ça, exactement, bravo, bien vu. Donc, ça s'appelle les eVTOLs.
Et donc, il y a notamment Volocopter et Lilium, deux gros opérateurs qui ont malheureusement pas pu continuer. Et hier, j'étais, comme tu sais, au Bourget. Il y a un autre qui s'appelle Eve, où ils ont présenté ils sont présentés un prototype, mais ils ne sont pas encore... Ils n'ont pas fait le premier vol, etc. Ils font des vols tests, mais ils ne sont pas encore autorisés de voler. Voilà, exactement. Ok. Et donc, la différence de Vertipad, Vertiport, c'est donc une Vertipad, c'est justement un peu plus petit, donc c'est pour les drones de moins de 150 kilos. Ok. Mais 150 kilos, c'est quand même... c'est déjà pas mal. déjà pas mal. Et puis, le but, c'est effectivement d'avoir tout type d'infrastructure. Un drone, il peut atterrir sur un toit d'un immeuble, mais aussi sur une place de parking ou dans un champ. Donc, ça dépend vraiment du mission de drone. Et si tu fais une opération surveillance ou collecte de données, tu n'as pas forcément besoin des grosses infrastructures pour atterrir. Parce que c'est plutôt des collectes de données et tu reviens au point de départ. Mais l'avantage avec les infrastructures, c'est que le drone, comme ils sont à 95% électriques, voire plus, avec des infrastructures au sol, tu vas pouvoir continuer ton vol en infini. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu avais une Tesla ou une voiture électrique et tu pouvais les charger uniquement chez toi et il n'y avait pas de station ailleurs. Et c'est le problème que, par exemple, les voitures à l'hydrogène se posent aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu n'as pas de voiture à l'hydrogène parce qu'il n'y a pas de station à l'hydrogène. Donc, les gens, ils n'achètent pas de voitures à l'hydrogène parce qu'il y a très peu de stations. Donc, et tu ne peux pas faire un Paris-Bordeaux, malheureusement, avec ça. Non. Moi, ma prochaine question, c'est que j'ai appris que récemment, tu as commencé à avoir des discussions et à allier donc, ta technologie avec la blockchain. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu connaissais l'univers de la blockchain, du Web3, etc. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant là-dedans? En quoi ça consiste? Le blockchain, ça m'a vraiment intriguée. J'avoue que je ne suis pas du tout une spécialiste de blockchain. Mais, et comment tu as approché ce milieu? J'ai entendu, j'étais à plusieurs conférences où j'ai essayé d'apprendre et comprendre comment ça marche, effectivement. Donc, j'ai appris les bases et sans prétendre être une spécialiste de tout. Mais tu associé blockchain à la crypto ou tu comprenais la... Je comprenais, mais pas très bien. J'avoue que c'était pas vraiment complètement intégré. Le blockchain, oui. Et l'utilité de blockchain, j'ai toujours dit que l'utilité de blockchain dans l'aviation, c'était crucial. Et j'étais assez étonnée quand j'avais découvert que le blockchain n'était quasiment pas utilisé dans tout ce qui était l'écosystème d'aviation. Je pense qu'il y a même pas la moitié des produits aéronautiques qui sont blockchainés. Donc, on ne connaît même pas l'origine. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout encore dans l'optique d'écrire un maillage de sûreté pour prouver que les drones pouvaient avoir une vie viable et sécuritaire. C'était d'intégrer, en fait, le blockchain dans notre software. Et en fait, ce que je voulais, c'était surtout blockchainer la mission. C'est-à-dire, à partir du moment que le drone il est sur une Vertipad, avoir l'état du drone, quel est le drone, quelle est la santé de la batterie, qui est le pilote, quelle est la trajectoire qu'il va faire, où est-ce qu'il va, c'est quoi sa mission, et suivre cette trajectoire jusqu'à il arrive à l'autre Vertipad, jusqu'à la fin de la mission pour pouvoir permettre d'avoir une traçabilité, un peu comme une black box pour les drones. Donc si jamais il y a un accident, tu pourras tout retracer. Exactement. De A à Z. Exactement. Ok. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Et demain... Encore moins dans les drones, j'imagine. Et encore moins dans le drone. Et demain, qu'on va avoir des opérations de plus en plus complexes, à la fois pour les compagnies d'assurance et aussi si tu transportes des organes ou des produits vitaux. Effectivement, ça sera quand même bien qu'il y ait une traçabilité sur ce produit. Et donc, via un ami en Norvège qui est l'ex-CEO d'Avinor, donc tous les aéroports
de la Norvège. Il m'a présenté son ami Yannick, qui est donc le CEO de Kepler Digitals. Et on a eu une discussion passionnante. Et grâce à Yannick et son fils Pierre, j'ai pu découvrir l'univers pas simplement blockchain, mais aussi Bitcoin et tout ce qui va avec. Tu as commencé à investir dans la crypto? Corse dedans, voilà. Tu as investi dans la crypto, du coup? Oui, donc effectivement, j'ai investi dans l'Avia, donc, qui est le crypto qui sont créés. Et on suit les cours et les hauts et les bas avec passion. C'est vrai. Parce que je me serais dit que peut-être, vu que tu as travaillé dans l'immobilier, peut-être, je sais pas, il y avait beaucoup de nuances par rapport au crypto, immobilier, etc. Des transactions qui se faisaient via la blockchain. Donc, je me suis dit peut-être que tu en as entendu parler avant. Oui, pas forcément via l'immobilier, mais comme je suis toujours curieuse et j'ai envie d'apprendre, et je me suis dit, si j'achète des cryptos, je suis obligée d'apprendre comment ça marche. Ouais. Et donc, tout simplement, c'est pour ça que j'ai investi. C'est un univers à part. Hein. C'est un univers à part. Ouais, effectivement, c'est vraiment très complexe et je pense pas du tout que je le maîtrise. Ça prendra un peu de temps. Ma prochaine question, c'est... je veux juste revenir au niveau de ton premier MVP. Du coup, il est terminé ou... il est terminé. Oui. Et est-ce que tu as déjà des hôtels, parce que du coup, tu fais toujours ton métier d'agent, est-ce que tu as des hôtels qui ont été intéressés, qui ont été intrigués, qui t'ont dit « moi, ça m'intéresserait Oui, j'ai beaucoup d'hôtels qui sont intéressés. Encore, il faut avoir les autorisations. Donc, où on est aujourd'hui, c'est que, comme je disais, la législation en Europe nous permet de le faire. Mais du moment qu'on va pouvoir le faire, effectivement, j'ai beaucoup d'hôtels qui vont... Donc là, tu attends le feu vert, c'est ça? Là, on attend le feu vert. En attendant, on a quand même fait notre première opération sur le marché de Rungis. Et là, on s'apprête à faire une deuxième opération sur le marché de Rungis à partir de la fin de l'année. Et là, on va entamer la phase commerciale. On va vraiment faire des vols commerciaux sur le marché des Rungis. Oui. Mais là, on est en train d'obtenir les autorisations et qui risque de prendre 6 mois, voire plus. Ok. On m'a dit que tu as récemment pris la tête de la délégation française AFNOR sur les normes Vertiport ISO. C'est pas récemment. Je suis le responsable de délégation depuis 3 ans. Donc, depuis 3 ans, on a des réunions régulières. Et en quoi consiste ton rôle exactement? L'avantage, en fait, c'est, tu sais, si tu tiens le stylo, tu as quand même ton mot à dire. Donc, c'est un peu comme l'avocat qui veut promouvoir ses produits. Non, ce que on est, donc, ISO, c'est l'international. Donc, tous les pays, ils ont des délégations, ils ont la possibilité de participer. Je suis la chef de délégation pour la France, pour les normes ISO, pour les vertiports. Et on a déjà sorti la première partie des directives. Donc là, on est en train de sortir la deuxième directive ISO, les normes. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Ça va dans le bon chemin? Et ça va dans le bon chemin. Et il y a effectivement une grande structure qui existe autour de tous ces normes. Ouais. Et toi, du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu vois l'avenir. C'est-à-dire ça, pour toi, dans le futur, c'est quoi l'avenir parfait de Dragonflypad? Qu'est-ce qui va se passer dans les villes quand tu vas lever les yeux? Et je pense que on va pas vraiment les avoir en ville. Et ça, là, effectivement, le média et le livreur de pizza en plein centre de Paris, ça va pas arriver tout de suite. Donc, c'est plutôt des opérations dans les zones rurales ou les premiers secours qui vont arriver en premier. Et pour aussi démontrer l'utilité des drones. Donc, dans les prochaines 3 années, je pense qu'on aura pas mal d'opérations, surtout médicalisées, agricoles, et bien sûr, toujours collecte de données. C'est-à-dire, en gros, des missions de drones entre laboratoires, c'est ça? C'est ça, ou entre deux hôpitaux. Et donc, effectivement, les hôpitaux, il peut avoir un vertipad ou il peut avoir un hélipad, mais il peut avoir juste une piste d'atterrissage au sol. Donc, il y aura de plus en plus de livraisons médicalisées. Et à partir de là, on va pouvoir doucement aller vers les opérations commerciales. Nous, comme je disais, on n'a pas but de faire des livraisons
intramarché sur Rungis à partir de la fin de l'année. Et ça va être de la marchandise sur le marché des Rungis. Mais oui, dans une future proche, je pense qu'on va se contenter plutôt des opérations plutôt rurales. Et tout ce qui est livraison en ville, ça ne sera pas avant un bon petit moment. Aux États-Unis, ça va arriver plus tôt. Avec l'administration Trump, ils ont sorti un décret le 6 juin qui est très récent, de quoi ils ont pour objectif de pouvoir autoriser les vols hors vue d'ici fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année? Oui. Donc, eux, ils sont quand même quelques longueurs d'avance. Et malheureusement, c'est très vrai, ce qu'on dit, c'est que l'Europe régule et les États-Unis innovent. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est qu'il y a un super bel avenir pour Dragonfly Pad, pour toi devant. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que ça a été difficile en tant que femme de rentrer dans cet univers de la tech aussi? Non, je pense que c'est au contraire. Je pense que c'est un atout, je pense que c'est positif, je pense qu'au contraire, il y a eu beaucoup de bienveillance, des gens qui sont prêts à t'aider, des gens qui sont passionnés. Je pourrais nommer des dizaines de personnes qui ont mis leur savoir et leur temps à ma disposition pour avancer. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est simplement un frein mental si tu ne veux pas y aller. Il n'y a pas aucune raison pour laquelle une femme, elle ne doit pas... Parce que tu as un beau parcours. Hein. Ça, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut oser. Et puis, tu sais, il faut mieux regretter quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait. Donc, moi, je te propose quelques mots de fin. Donc, je vais te poser la question. Si tu pouvais parler à la Cicely d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? En face de toi, là. De peut-être réfléchir plus avant de me lancer. Par rapport au fait que tu as dit que tu n'es pas naïve de certaines fois, mais que ça t'a échappé Non, c'est plus que... Mais après, c'est un esprit entrepreneurial. En fait, les entrepreneurs, ils ont pas peur et ils se lancent. Et effectivement, il y a certainement beaucoup de cas où j'aurais pu faire des études plus approfondies avant de me lancer. Donc, j'aurais dit de réfléchir un peu plus et approfondir un peu plus avant de me lancer. Je vais te poser maintenant la question de ta plus grande fierté aujourd'hui, selon toi. Ma plus grande fierté, c'est d'être passionnée, de me réveiller le matin. Ça se ressent. De me réveiller le matin, être très heureuse de ma vie personnelle surtout, et aussi ma vie professionnelle, même si ça peut être assez rock'n'roll. Mais je pense que c'est la plus grande réussite, c'est d'être bien dans sa vie. Et si tu pouvais donner un conseil, les derniers mots de fin à ceux qui nous écoutent? C'est de ne pas avoir peur. Ton seul frein, c'est ta peur. Ok. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que vous me donnez. Hein. Je ne sais pas. Moi, mais je pense que c'est un parfait mot de fin. Il faut y aller, il faut se lancer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où tout est tellement millimétré entre la taille d'un concombre et le chien dans le parc et les enfants qui ne peuvent pas jouer sur la pelouse. Tout est interdit. Oui. Et il faut pas avoir peur. En fait, il faut se lancer. Et après, il faut toujours se dire, le pire qui peut m'arriver, c'est quoi? Bon, écoute, j'aurais perdu un peu de temps, peut-être un peu d'argent, mais au moins, j'aurais essayé. Ouais. Au lieu d'avoir le regret, se dire, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu, si j'aurais su, de ne pas avoir de regrets. Ouais. Donc, il faut mieux, comme je disais tout à l'heure, il faut mieux faire regretter quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait. Ouais. Je suis d'accord. Écoute, merci beaucoup, Cicely, pour cette interview. C'était passionnant. Merci. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci.